Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous. Et d'abord, il faut remercier Michel Simès, non seulement d'être là, mais d'avoir préféré Le Mans et l'abbaye de l'Épau au Paris Saint-Germain. Si, ça s'applaudit quand même, parce que, croyez-moi, c'est... Je n'ai pas hésité une seconde. Parce que vous assistez à tous les matchs, et ce soir, il y a match. Oui, je sais. Et en même temps, vous avez dans la salle des gens qui ne sont pas supporters du Paris Saint-Germain, donc c'est un peu vexant en même temps, non? Bah, ouais, forcément, s'ils sont là. S'ils sont supporters du Mans, ils doivent souffrir. Bon, rien n'est impossible, mon histoire pourrait être la vôtre. C'est donc ce livre qui est sorti il y a à peine 15 jours aux éditions Stock. C'est votre première conférence publique après une grande tournée des médias. Vous l'avez sans doute entendu ou vu à la télé ou à la radio, mais vu à la télé aussi depuis très longtemps. Pourquoi c'était le bon moment de cette mise au point, parce que c'est ainsi que vous qualifiez ce livre, une mise au point? Alors d'abord, bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être venus si nombreux. Tout à l'heure, je disais, parce qu'il y a d'autres salles, vu que tout le monde n'a pas pu rentrer, donc je suis allé me dire bonjour aux gens qui sont dans les autres salles. Je leur disais que j'étais à la fois ému et honoré de voir que vous êtes si nombreux. Quand on m'a donné le chiffre de personnes qui s'étaient inscrites ce soir, je crois que c'est entre 900 et 1000, je me demandais qui vous veniez voir. S'il y avait quelqu'un avec moi de connu, oui. Un chanteur, oui. Un acteur, enfin quelqu'un qui pouvait justifier ce nombre de spectateurs. Et on m'a dit non, c'est uniquement vous. Alors, je voudrais vous remercier. Non, vraiment, je suis vraiment très touché et je vous le dis très sincèrement, très étonné de voir combien vous êtes nombreux ce soir. J'espère ne pas vous décevoir, mais je ne crois pas. Alors, quelle était la question, Stéphane? Pourquoi maintenant? Alors, oui, non, alors, plus que pourquoi maintenant, pourquoi une mise au point? Parce que c'est le terme que vous employez. Oui, alors, il y a quelques petites mises au point, effectivement, dans le livre, mais la raison pour laquelle j'ai voulu écrire ce livre aujourd'hui, et pas plus tôt, c'est que j'ai toujours pensé, parce qu'on m'avait demandé plusieurs fois, il y a des journalistes qui voulaient écrire sur moi, ma vie, mon œuvre, ma vie, je veux bien, mon œuvre, je vois pas trop, mais qui voulaient écrire parce que je sentais bien que j'étais une sorte de produit d'appel, parce qu'on se dit, comme il est populaire, que ça marche bien à la télé et à la radio, si on écrit un livre sur lui, il va les vendre. Ouais. Mais en même temps, il fallait avoir des choses à dire, et puis surtout, je vois tellement de gens à la télé, dans les médias, qui ont l'impression que le monde tourne autour d'eux et qu'en dehors de leur vie, rien n'intéresse les Français, que je me suis dit que j'allais pas me lancer dans cet exercice de mégalomanie. Et puis finalement, il y a eu une petite épidémie récemment, un peu d'introspection, et puis comme j'ai eu exceptionnellement un peu de temps pour réfléchir, je me suis dit que j'avais quand même traversé quelques petites périodes dans ma vie qui pouvaient servir le lecteur. L'idée, je veux vraiment que vous me croyiez quand je dis ça, et j'essaye de le répéter à longueur d'interview. C'est pas un exercice de mégalo, c'est pas une ode à Simès, c'est j'ai pensé chaque chapitre pratiquement, bon il y a des moments où je raconte un peu aussi, mais j'ai pensé chaque chapitre pour rendre service. Et quand vous dites c'est une aide à la réflexion, à une étape de ma vie, c'est donc aussi un livre pour vous? Oui, parce qu'on n'écrit jamais... vous savez, les gens qui disent je fais de la télé, mais moi j'ai aucun ego. Je fais de la télé, je suis présentateur, mais j'ai aucun ego. J'ai pas... C'est pas pour montrer... Enfin, ce sont des menteurs, quoi. Enfin, on se montre pas au public si on n'a pas envie de le faire. Donc, voilà, oui, bien évidemment, quand on écrit un livre, on l'écrit un petit peu pour se soulager de quelques poids. Alors finalement, ça a eu un effet paradoxal, parce qu'on va parler de mon cancer, mais finalement, j'avais plutôt digéré en 14 ans mon cancer, et que là, tout le monde en reparle. Et que là, tout le monde m'en parle. Donc j'ai un peu des piqûres de rappel. Je sais pas, si c'est une thérapie, je suis pas un bon thérapeute. Ouais, voilà. C'est un peu une mise à nu. Ça a été compliqué parfois d'écrire certaines lignes ou pas? On reviendra un peu tout à l'heure. Mais... Alors, ça n'a pas été trop compliqué parce que, je suis très honnête, on l'a écrit à 8 mains pratiquement, ce livre, sous forme d'entretien.
avec des amis journalistes, et c'est nous tous qui avons écrit ce livre parce que je trouve que voilà, on peut être à peu près bon à l'oral, savoir s'exprimer, et en matière de littérature, on peut avoir besoin de gens qui ont des plumes, qui savent mettre en phrase ce que vous voulez exprimer. Donc on l'a fait vraiment à plusieurs, mais c'est ma vie, c'est moi qui m'exprime, et c'est sous forme d'entretien que tout ça s'est passé, et donc ça a pas été, finalement ça n'a pas été très difficile, et s'il y a eu une thérapie, c'était peut-être pendant les entretiens qu'on faisait tous ensemble, que c'était une sorte de psychanalyse qui ne m'a pas coûté d'argent du tout. Voilà. Et qui m'en rapportera peut-être d'ailleurs en plus. C'est vraiment une psychanalyse qui me fait gagner ma vie, donc c'est quand même plutôt pas mal. C'est rare, c'est rare. Il faut parfois se méfier de ce qu'on perçoit des personnalités qu'on voit à la télé, au cinéma, parce que parfois on peut être déçu. Je peux en témoigner personnellement. En lisant, je vous connais pas encore parce qu'on s'est vu il y a un quart d'heure de ça, mais en tout cas en vous lisant, on retrouve bien le bonhomme qu'on perçoit à la télé, très accessible, plutôt cash, drôle, très touchant parfois, et évidemment très curieux. Ça vous va, Stéphane? Ça me permet de vous poser des questions vaches après, c'est pour ça que je vous dis ça maintenant en fait. Vous me désirez là. je suis gêné. J'ai déjà fait ça avec Amélie Nothomb il y a quelques années. Vous avez des messages à me faire passer, Stéphane. Non, mais écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde, si ce n'est que c'est exactement ce que je voulais faire. Donc c'est une affirmation. Voilà, je sais qu'à la télé, on a toujours l'impression, ou les acteurs, on a l'impression qu'ils jouent un rôle en permanence, y compris devant les caméras quand ils s'expriment, mais que ce sont des gens insupportables dans la vie. Voilà, moi, je suis naturel à la télé, comme je le suis dans la vie. Bon, j'espère que ce soir, en partant d'ici, vous penserez la même chose. Si vous écrivez un livre sur vous et que vous n'êtes pas sincère, ou que vous n'y allez pas franco, il vaut mieux éviter de l'écrire. Un livre pour rendre service, dites-vous également, pour rendre service à ceux qui vous lisent, puisqu'évidemment, vous venez de le dire il y a quelques instants, vous y révélez le cancer dont vous avez souffert il y a combien, 14 ans, oui, donc vous disiez, c'est ça? 14 ans. C'était pas le but premier, c'était pas d'en parler. Est-ce que vous saviez en écrivant le livre que ça allait en faire un thème? Pas du tout. Non. En écrivant le livre, je ne pensais pas en parler. Et je pensais je me disais je vais parler de tout ce qu'il y a dans le livre, mais le cancer, j'hésitais parce que quand vous parlez d'une maladie comme le cancer que vous avez eu, on pourrait, parce que vous avez remarqué, si vous avez lu le livre, Stéphane, c'est pas si vous l'avez lu, je sais que vous l'avez lu. Non, je sais, vous travaillez très professionnellement, je sais. Mais j'ai toujours peur qu'on dise « Ah oui, d'accord, il nous parle de son cancer pour faire pleurer, il nous parle de son cancer pour faire la une de la presse, machin », et je me suis dit « Qu'est-ce que je fais ?» Mais à partir du moment où je me suis dit que... Je vais vous dire ce qui m'a donné envie d'en parler. C'est qu'un jour, j'ai eu les chiffres du dépistage du cancer en France. Et que je me suis dit « C'est pas possible qu'on continue comme ça. » C'est catastrophique. C'est... pas catastrophique, mais c'est très en deçà de ce qu'il faudrait. On a, je donne une moyenne, à moins de 50% des Français qui peuvent bénéficier d'un dépistage, notamment sur 4 cancers, le côlon, le col de l'utérus, le cancer du sein et le cancer de la prostate, qui sont des cancers accessibles au dépistage aujourd'hui en France de façon très facile. Il y a moins de 50% des Français qui vont participer à ces campagnes de dépistage. Alors je me suis dit... Les gens m'aiment bien apparemment, j'ai la chance d'être crédible quand je parle de santé, les gens m'écoutent quand je parle de santé, et je me suis dit, tu vas sacrifier ta pudeur un peu, et puis tu vas parler de ton cancer pour raconter que si tu es en vie aujourd'hui, et si je suis là pour vous parler ce soir, c'est parce que on a dépisté mon cancer à un stade où je pouvais être opéré et guéri. Et c'est ça qui m'a poussé à en parler. C'est que je me suis dit, si moi je montre l'exemple en disant, voilà, vous m'aimez bien, c'est très gentil, je vous remercie pour cette affection que vous me portez, mais peut-être que si j'avais pas eu cette chance de me faire dépister une tumeur très petite, je pourrais plus vous parler à la télé, je pourrais plus vous parler à la radio, parce que je serais mort. Et donc, moi j'ai eu de la chance, parce que bon... Ça s'est joué à pas grand-chose quand même. Ça s'est joué à pas grand-chose. Quelques centimètres, on va dire.
Non, mais ça s'est joué surtout à mon abruti de fils qui, à 11 ans, m'a demandé d'aller faire un snowpark, et puis que je me suis cassé la figure à ski, que j'ai eu une fracture de côte et que ça me faisait mal. Et dans les semaines qu'on suivi, j'ai fini par passer un scanner pour voir si je m'étais pas un peu pété la rate ou un truc comme ça, et que je n'avais aucun symptôme de cancer du rein. Et que c'est lors du scanner qu'on l'a découverte. Et la tumeur faisait 3,5 cm. 3,5 cm pour la tumeur que j'avais en tout cas, il y a très très peu de cas de métastase, donc de tumeurs secondaires. À partir de 4 cm, statistiquement, on a plus de risques. Donc effectivement, 5 mm, c'est pas grand-chose. Il faut quand même entre 6 mois et 1 an pour que ça pousse de 5 mm. Mais je reconnais, je l'écris souvent dans le livre, que j'ai eu une chance folle et qu'il n'est pas question qu'on aille faire un scanner à toute la population française. Mais cette chance, il faut la provoquer. C'est ce que j'essaye d'expliquer à longueur d'interview. Le dépistage il y a 60% de guérison de cancer en France aujourd'hui. 60% des cas de cancer sont guéris. Donc pour ça, il faut les dépister à un stade où les tumeurs peuvent être opérées ou traitées par chimio ou radio, mais qu'on puisse les opérer. Et pour ça, on ne va pas tous aller faire du ski et se casser la figure. Donc, il faut que les gens qui peuvent bénéficier de ces dépistages, la mammographie pour le sein, le toucher rectal et les dosages des PSA pour la prostate, le frottis du col de l'utérus pour ce dernier, et puis la recherche de sang dans les selles pour le cancer du côlon. Ces 4 dépistages-là, c'est quelque chose qui peut vous sauver la vie. Et je sais pas, il doit y avoir des médecins dans la salle, mais on a tous les médecins ont entendu des gens à qui on disait il faudrait quand même aller vous faire dépister, répondre non, je veux pas y aller parce qu'on risque de me trouver un cancer. Enfin, le raisonnement, alors je comprends l'hypocondrie, je comprends qu'on ait peur, mais si vous avez un cancer, mais oui, on va vous le dépister puis on va vous sauver la vie, mais tant mieux. Parce que si vous attendez quelques années que le cancer fasse parler de lui, ce ne sera plus la même histoire. Donc vous apprenez effectivement que vous avez ce cancer, vous rentrez chez vous le soir, vous dites en mode automatique, vous n'en parlez même pas à votre épouse ce soir-là. Le lendemain, vous allez voir un professeur que vous connaissez, un urologue, et vous décrivez ce moment. Vous dites, c'est le genre de, je m'assois, c'est le genre de moment où le silence ne présage rien de bon. De fait, un flot de larmes vient le combler. Je pleure comme un enfant, m'effondre en voyant fuir de toutes parts les images du clip du bonheur. La neige, la chute, ma femme, mes enfants, mes parents, les rires, la lumière du sud, une vie en confetti, comme au moment de l'accident de voiture dans Les choses de la vie, le si beau film de Claude Sautet. C'est ainsi, je vais peut-être mourir, moi le médecin, moi l'invincible. Et donc vous avez vécu ce qu'ont vécu beaucoup de vos patients, à qui vous l'avez annoncé quand vous étiez ORL. Exactement. En tant qu'ORL, j'ai souvent annoncé des cancers à des patients. J'ai essayé de le faire le mieux possible et moi, quand on me l'a annoncé, on l'a fait avec beaucoup d'empathie. Mais ce jour-là, j'ai vécu ce que tous les gens à qui on annonce un cancer vivent, c'est-à-dire un moment de sidération. Et pourtant, je suis médecin. Hein, je pouvais me dire, bon, ok, tu as un cancer, mais d'abord, on va essayer de voir ce que c'est comme tumeur. En plus, on va voir quelles sont les statistiques, le pronostic, etc. Mais rien de tout ça, quoi. Le médecin... je vais vous dire, j'étais en blouse le jour où on m'a annoncé ça, puisque j'étais à l'hôpital et puis que j'étais descendu faire un scanner pendant mes consultations, puis après. Et d'un seul coup, ma blouse avait disparu. Le médecin avait disparu. C'est l'être humain, c'est l'homme à qui on annonçait. On n'écoute plus. Ah mais je n'entendais plus rien. On m'a dit ça. Mon pote qui était là pour me l'annoncer m'a dit écoute, on va t'envoyer voir un tel comme urologue, tu vas le voir rapidement, mais vous n'entendez pas ça. Vous entendez cancer et puis là votre cerveau, on a un cerveau qui est un peu mon otage, c'est-à-dire que quand on vous explique que on vous annonce un cancer, vous pensez à tout ce que j'ai écrit, à votre femme, à vos enfants, à la mort, à tout ça. Donc le type qui vous dit oui mais t'inquiète pas, c'est pas si grave, c'est une tumeur qui peut se traiter, machin, vous l'entendez pas du tout. Donc ce moment de sidération, je l'ai vécu et je peux vous dire que on parle beaucoup de la mémoire traumatique, c'est-à-dire quand vous avez vécu un événement traumatisant ou une annonce traumatisante, c'est fixé dans le cerveau parce que l'amygdale cérébrale, pas celle-là, hein, mais l'amygdale cérébrale est proche de l'hippocampe qui est le centre de la mémoire et
son rôle, c'est de filtrer les informations. Et quand vous avez une information traumatisante, elle ne filtre plus. Ce qui fait que l'hippocampe fixe le souvenir à vie. Vous ne pouvez pas l'envoyer dans d'autres régions du cerveau comme on le fait avec nos autres souvenirs. Et je peux vous décrire tout ce qu'il y avait autour de moi ce jour-là, tout. La place des médecins, la couleur du bureau, je peux vous dire, c'est impressionnant. Alors avec le recul, je finis par concrétiser ce que j'explique depuis des années sur la mémoire traumatique, etc. Et là, je l'ai vécu moi-même, parce que le truc, il est là et il partira jamais. Que vous ne l'annonciez pas, que vous ne le criez pas sur tous les toits, ça, évidemment, ça peut se comprendre. Que vous en parliez à votre épouse, ça se comprend. Mais que vous n'en parliez pas à vos enfants, c'est assez étonnant. Ni à vos amis, évidemment, qui l'ont découvert en lisant le livre. Mais alors, pourquoi pas vos enfants? Alors, mes enfants avaient à l'époque 11 et 9 ans. Celui qui m'avait emmené sur la piste avait 11 ans. Alors, chacun vit ça comme il le veut. Moi, je me suis dit que tant que je n'avais pas la certitude que j'allais m'en tirer, c'était pas la peine d'inquiéter parce que je n'aurais pas été capable de rassurer. Et que je voulais, quand j'en parlais à mes enfants, pouvoir leur dire « Ne vous inquiétez pas, c'est pas grave, je vais guérir ». Tant que je ne le savais pas, je ne pouvais pas leur dire. Et puis j'estimais qu'à 11 ans et 9 ans, c'était un peu tôt, parce que si j'avais eu... moi, j'ai eu une chance folle, j'ai eu ce qu'on peut appeler un bon cancer. On m'a enlevé la partie du rein et la tumeur, et c'était fini. Je n'avais pas besoin d'avoir de chimiothérapie, de radiothérapie. Il est certain que si j'avais été hospitalisé avec chimio, radio, avec des choses visibles physiquement, il aurait été important pour moi d'en parler aux enfants. Comme ce n'était pas le cas et que je leur ai dit que j'avais juste un kyste du rein qu'il fallait qu'on me l'enlève, et j'ai attendu qu'ils soient majeurs pour leur en parler, et notamment pour remercier chaleureusement mon fils aîné. Je voulais pas lui mettre la pression, mais je lui ai dit « T'as sauvé la vie de papa quand même ». Et vos amis qui l'ont découvert en lisant le livre, vous ont engueulé ou pas? Non, personne ne m'a engueulé parce qu'en fait, ils savent pourquoi j'en ai pas parlé. Alors, il se trouve que depuis 14 ans, progressivement, je raconte qu'on fait tous les ans, au mois de février à la Clusa, sur cette piste de ski sur laquelle je suis tombé et qui m'a donc sauvé la vie. Je demande à mes potes de venir une certaine heure avec, j'apporte 2 bouteilles de champagne, des verres en plastique, et puis on trinque à la piste. Alors, c'est sûr qu'au début, on n'était que 6 parce que je n'avais pas prévenu beaucoup et qu'aujourd'hui on est une quinzaine ou une vingtaine avec toute une bande à skier, que progressivement j'ai commencé à en parler à tout le monde. Mais mon père, par exemple, qui a 91 ans et qui se porte super bien, à qui j'en avais jamais parlé, parce que je voulais pas les inquiéter, et ben je lui en ai parlé 2 jours avant la sortie du livre. Il y a à peine un mois. Comment ? Il y a à peine un mois. Ouais. 2 jours avant la sortie du livre, je lui ai dit « Écoute, papa, tu te souviens que j'ai été opéré du rein il y a 14 ans ?» Il me dit « Oui ». Et je lui dis « Bon, tu vois, je t'avais dit que c'était un kyste ». Il me dit « Oui, c'était un cancer ». Je suis resté un peu bouche ouverte et je lui ai dit « Oui ». Il m'a dit « T'as bien fait de pas m'en parler ». Voilà. Donc... Donc diagnostic de ce cancer, et puis diagnostic aussi d'une hyperactivité et de haut potentiel. Alors ça s'est révélé, c'est beaucoup plus récent, hein, c'est 4-5 ans je crois. Vous dites que ça vous a apaisé de le savoir. Vous dites « J'ai à la lumière de ces enseignements compris bien des aspects de mon parcours et de ma personnalité, tout en me débarrassant de certains complexes ». Pourquoi l'apaisement ça vous... Alors, d'abord, à propos de ces tests, bon... Que je sois hyperactif, je l'avais remarqué. Oui. Mon entourage aussi. Mais en fait, je ne m'étais jamais vraiment posé de questions. Je suis un peu boulimique, j'aime bien, je suis curieux, j'aime bien entreprendre plein de trucs. Mais parfois, ça me fatigue moi aussi un petit peu. Mes équipes avaient remarqué aussi, et moi également, que les réunions ne devaient pas durer plus de 30 minutes. Et encore. Vous ennuyez vite en fait. C'est-à-dire qu'au bout de 30 minutes, j'ai le cerveau qui part en vacances. Bon, tout ça, j'avais remarqué. Mais un jour, j'ai un pote qui est neuropédopsychiatre qui me dit j'ai écrit un bouquin sur les troubles de l'attention et l'hyperactivité des adultes. Est-ce que tu accepterais de témoigner ?
Alors je regarde, je lui dis tu veux que je témoigne de quoi? Bah, il me dit du TDAH. Et je lui dis mais pourquoi tu veux que je témoigne du TDAH? Et là il éclate de rire et il me dit tu fous de ma gueule là, c'est pas possible. Je cochais toutes les cases. Donc à partir de ce moment-là, j'ai effectivement passé des tests qui ont confirmé ce qui n'est pas un handicap, mais une particularité cérébrale qui fait qu'on a beaucoup de... Enfin, on n'est pas une secte non plus. J'ai un peu du mal à me concentrer, mais pourquoi ça m'a apaisé? Le HP, c'est autre chose, on va en parler. Mais pourquoi ça m'a apaisé? Parce que ça m'a expliqué, ça a répondu à des questions que je me posais sur pourquoi les échecs, pourquoi je courais tout le temps, pourquoi je procrastinais. Voilà. Parfois dans votre vie, vous vous dites, mais parce que moi je suis quand même assez un cas un peu particulier. J'ai redoublé ma 6e. J'ai raté mon bac. Oui, oh, ça va. On dirait pas comme ça. Vous avez vu, ça provoque encore des réactions à dire j'ai raté mon bac. Non, mais c'était à l'époque où on n'avait que 65% de... Oui. Parce que il ne le donnait pas. Ouais. Aujourd'hui, parce que je savais que j'allais en parler de cette histoire et je me suis dit, mais quand même, comment t'as fait pour rater ton bac? Et je suis allé voir les stats. L'année où je l'ai raté, il y avait 65% de réussite. On n'était pas 95%, où seuls ceux qui sont absents ne l'ont pas. Vous voyez? On est quand même, il y a quand même, voilà, je pouvais le rater. Bon, je méritais de le rater. Bon, mais il se trouve que par chance, j'avais très peu de points à rattraper à l'oral et que c'est Lénine qui vous a fait chuter. Ouais, alors c'est pas Lénine, c'est la prof d'histoire qui m'interroge sur ce que je sais, mais par cœur, de mon cours d'histoire, l'histoire du wagon plombé, tout ça, et je débite mon truc sans problème. Et il me manquait vraiment pas beaucoup de points. Et elle me met une note éliminatoire. Je vous avoue que je n'ai jamais compris pourquoi. Je suis même rentré chez moi effondré. J'ai appelé mon prof d'histoire qui m'a dit « Redites-moi ce que vous lui avez dit ». Et à écouter ce que j'avais raconté, il m'a dit « Je viens avec vous au lycée demain rencontrer cette prof ». Il est venu avec moi, elle n'a jamais voulu le voir. Donc... Pardon, je précise juste, vous dites dans le livre, prof dont vous avez appris qu'il était communiste, et vous lui aviez parlé de la dictature du prolétariat. Est-ce que je n'avais pas utilisé la bonne intonation? Peut-être. C'est un peu peut-être parti pris. Peut-être que j'avais dit ouais, prolétaire. J'ai pas dit ça comme ça, mais peut-être qu'elle l'a mal pris ou qu'elle était mal lunée ce jour-là. Bref, injustice, pas parce que je n'avais pas le niveau, mais injustice ce jour-là. Ça m'a servi, ça a été mon moteur toute ma vie. Toute ma vie, la haine de l'échec. Ah ouais, ça a été l'élément fondateur de tout ce que j'ai fait après. Tellement j'avais une haine de l'injustice et tellement je me suis dit, bah celle-là, je vais lui montrer que quand j'aurai mon bac, après je pourrai y arriver. Et j'ai eu ma première année de médecine du premier coup, ce qui est complètement, c'est pas possible. Enfin, je dois rentrer dans les annales. Là, c'est un truc de fou. Et alors donc, pour répondre à votre question sur le TDAH. Finalement, je comprends aujourd'hui pourquoi j'ai eu tant de mal durant ma scolarité, pourquoi tous les bulletins, les profs me mettaient ne pense qu'à amuser la galerie, devrait apprendre à se concentrer. Voilà, je comprends aujourd'hui pourquoi j'avais envie de me donner des défis, pourquoi je m'ennuie très vite en fait. Les troubles de l'attention et d'hyperactivité sont des gens qui s'ennuient très vite. Et d'ailleurs aujourd'hui encore, ce qui me passionne, moi, c'est d'initier quelque chose, c'est la créativité, c'est penser à un... Moi, je peux être sur mon scoot à Paris en allant au boulot, et brutalement, j'ai une idée d'émission, je fonce ou d'autres choses, j'arrive au bureau, je briefe les équipes, et après, ça m'intéresse plus, quoi. Je les laisse faire. Donc, j'ai besoin... Vous reconnaissez, non? Mais il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître. Mais voilà, l'idée... Dès que c'est un peu le train, un peu compliqué. C'est quand c'est compliqué que ça vous intéresse. Quand c'est compliqué, ça m'intéresse. Ouais. C'est ce qu'on appelle les psys appellent ça l'effet Everest. Quand c'est trop simple, ça m'intéresse pas. C'est peut-être pour ça que j'ai raté le bac, parce que c'était répétitif. Je m'ennuie très vite. C'est pour ça que je passe d'un truc à l'autre et qu'il faut toujours que je rajoute des strates aux strates. Et quand je me suis alors
c'est pas très vite, mais à un moment, le magazine de la santé que je présentais avec Mariana Carrère d'Ancos, au bout de 20 ans, je me suis ennuyé. Bon, c'était un peu avant déjà quand même. Mais je m'ennuyais, donc je me suis dit, voilà, ne continue pas, fais autre chose. Est-ce qu'il y avait à cette époque, quand vous commencez votre année de médecine, cette volonté déjà de traduire le jargon médical dans des mots très grand public? Vous l'aviez déjà, ça, ou pas? Oui, j'avais cette prédisposition. Quand je consultais, déjà quand j'ai été interne, avant même de faire de la radio, j'adorais expliquer aux patients ce qu'ils avaient. J'avais un côté très didactique, je faisais des petits dessins, je ne sais pas d'où ça vient, c'était comme ça. Quand je montrais des radios sur le négatoscope, je montrais, je dessinais, je disais voilà, vous avez ci, vous avez ça, parce que j'estimais qu'un patient qui comprend ce qu'il a et ce qu'on lui propose comme traitement est un patient qui a déjà 50% de guérison, parce qu'au moins vous êtes sûr qu'il va y avoir une observance et qu'il va suivre ce que vous lui demandez de faire. Et j'ai toujours fait ça, et puis j'avais même commencé par faire un petit dessin sur l'otite séreuse, qui est un problème pour les enfants, parce que je faisais des dessins sur les ordonnances, et les mamans partaient avec en disant comme ça je vais pouvoir l'expliquer au papa le soir. Et donc j'ai payé un dessinateur, j'ai raconté une petite histoire, j'ai vendu ça à un labo, ça m'a fait un petit peu de sous à l'époque, et puis ils ont imprimé ça pour tous les ORL de France, et sous forme de bloc, et puis ils donnaient ça aux mamans. Donc c'était mes débuts dans la communication. L'internat, c'est aussi la confrontation avec la mort. Vous en parlez d'ailleurs extrêmement bien. Vous dites banal et intolérable, la mort déniaise le jeune Parisien que je suis, puisque vous êtes à Chartres à l'époque, à peine sorti de son confort familial. À 27 ans, je mesure ma responsabilité et découvre qu'on ne peut pas tout réparer. Et vous dites également, en quelques mois de médecine urgentiste, ce n'est pas tant la brutalité des choses que ce qu'elles nous racontent de la vie des autres qui marque à jamais. C'était compliqué cette période-là. Est-ce que d'ailleurs vous avez réussi à ne plus à prendre le recul nécessaire au fur et à mesure des années, ou ça, oui, ça vous parce qu'on est obligé d'acquérir un minimum de recul, parce que sinon c'est compliqué. Mais quand vous avez 25 ans, que vous sortez des bancs de la fac, même si vous avez fait vous êtes passé par des stages, que vous vous retrouvez à la tête d'un camion du SMUR, et que vous allez ramasser des cadavres sur les autoroutes, si vous voulez, si vous n'êtes pas marqué par ça, vous le serez jamais. Donc oui, et puis en plus, c'est ce que je dis, c'est que ce qui m'a le plus marqué, oui, je suis privilégié, oui, j'ai la chance d'habiter dans un bel appartement à l'époque déjà, mais enfin dans un appartement en tout cas, et quand vous allez avec le camion et que vous intervenez chez les gens, vous rentrez chez eux. Chose qu'on ne fait pas. Moi, à 25 ans, j'étais jamais rentré chez les gens. J'étais rentré chez mes amis, pas chez les gens. Mais les gens, la pauvreté, la misère, franchement, vous touchez du doigt la réalité de la vie finalement. Et quand vous avez 25 ans, et que vous arrivez parce que le père de famille a fait un arrêt cardiaque, et que moi j'ai des moments qui sont marqués à vie. Un jour, je suis intervenu comme ça sur une dame dans un restaurant, une dame âgée qui avait fait une fausse route. Elle s'était étouffée avec un morceau de viande. Elle était par terre, elle était morte. J'ai pas pu la récupérer, mais dans le restaurant, tout le monde mangeait, parlait, personne n'était intervenu. C'est un truc, ça vous marque. Hein. Et puis voilà. Mais c'est ce qui fait qu'on peut prendre du recul vis-à-vis de la maladie des autres, pas de la mienne, mais vis-à-vis des autres, parce que progressivement, et c'est ce qui fait, et je sais qu'aujourd'hui il n'y a plus de salle de garde, alors je ne sais pas comment ça se passe au Mans, mais on reprochait beaucoup aux étudiants en médecine de penser à déconner dans les salles de garde, d'avoir des fresques un peu olé olé, etc. Mais mettez-vous à la place de gamins de 25, 26, 27 ans qui voient la mort régulièrement, ou pas que la mort, heureusement la médecine c'est pas que ça, mais qui ont besoin un peu d'un sas de décompression, et ces salles de garde en étaient des sas de décompression. Aujourd'hui, je pense qu'il doit plus y en avoir beaucoup, parce qu'avec les réseaux sociaux, si vous faites, je peux vous dire, je l'en parle un peu dans le bouquin, mais j'étais patron de la salle de garde de Chartres, je ne vous raconte pas ce qu'on y faisait, parce que mais il n'y avait pas de violence, hein. Mais si on raconte ça aujourd'hui et que ça passe sur les réseaux sociaux, mais on est en prison dans les 2 secondes qui suivent, quoi. Mais qu'est-ce qu'on se marrait.
Vous dites en même temps, c'est un peu contradictoire ce que vous venez de dire par rapport à ce que moi j'ai lu en tout cas. Vous dites la qualité du lieu et des soins ainsi que le confort ambiant n'altère en rien mon émotivité. Je suis toujours aussi surpris qu'elle puisse me piéger face au calvaire du patient à l'énoncé de son histoire et des angoisses qu'elle charrie. Les larmes peuvent me monter aux yeux, mon sourire se crisper. Mais certes, je me contrôle. Mais c'est pas incompatible avec le recul. C'est Après, chaque médecin exerce à sa façon. Moi, je suis extrêmement empathique, mais empathique de nature et encore plus en tant que médecin. J'ai toujours, quand j'ai annoncé des choses graves à des patients ou que j'ai accompagné des patients qui allaient mourir, j'ai toujours ressenti ça avec beaucoup d'émotion. En même temps, vous êtes obligé, pour bien traiter un patient, de prendre un peu de recul. Et cette émotivité s'est exacerbée après mon cancer, parce que quand j'annonçais, moi, un cancer à un patient après être passé par là, c'était pas de l'empathie, c'était que je me mettais à sa place complètement. J'étais le patient à qui on annonçait, et donc j'avais du mal à l'annoncer en prenant du recul, et il m'est arrivé effectivement, d'abord je pense que je prenais une piqûre de rappel, et puis je me mettais à la place du patient et j'avais parfois les larmes aux yeux que je ne montrais pas parce que sinon c'est un peu compliqué pour que le patient vous fasse confiance. Mais oui, après chacun, il y a des médecins qui sont très froids et qui arrivent à prendre un recul dingue. Moi, voilà, j'ai une émotivité à fleur de peau et je me suis souvent fait violence pour garder cette distance nécessaire aux soins. On parle de la mort, tiens, parlons juste une parenthèse, c'est important parce que c'est un sujet effectivement qui revient, celui de la fin de vie. Vous dites que, vous rappelez que l'obstination déraisonnable du corps médical et la prolongation artificielle de la vie du patient sont proscrites, y compris lorsque ce dernier est hors d'état d'exprimer sa volonté. Ça, c'est dans la loi Claes-Leonetti de 2016, articles 1 et 9. Et vous dites que cette loi, pour vous, cette loi suffit. C'est toujours votre avis? Le problème quand vous écrivez un livre, c'est que c'est figé. Au moment où j'ai écrit ce livre, je me suis dit que la loi Leonetti n'était pas suffisamment bien connue et pas suffisamment bien appliquée. Ce qui n'est pas faux et je continue à le penser. Entre-temps, le Conseil consultatif national d'éthique a rendu un avis que je pense très juste sur le fait qu'il y a encore des exceptions en France auxquelles la loi Leonetti ne répond pas suffisamment. Et donc, il faut légiférer. Il faut probablement que ces exceptions... On ne peut plus avoir des cas de gens qui sont dans le coma depuis des décennies parce que personne n'ose aller plus loin. Voilà, il y a des cas qui méritent réflexion, qui méritent d'avancer un peu. Mais la loi Leonetti, si tout le monde faisait part de ces directives anticipées, il y aurait beaucoup moins de cas compliqués, beaucoup moins d'exceptions. Mais d'abord, c'est pas très bien connu. Ensuite, c'est pas facile de donner ces directives anticipées de son vivant. Il y a toujours cette superstition. On dit, oh là, je commence à parler de ma mort, c'est que je vais pas tarder à la plier. Mais voilà, il faut au moins en parler à son entourage, si possible à son médecin, donner ces directives en disant, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse après votre mort? Parce que je suis désolé de vous le dire, mais ça arrivera. Voilà. Nous ne serons plus là dans une centaine d'années, je vous le dis. Voilà. Je voulais vous l'annoncer ce soir. Ouais. Et donc, ce serait pas mal d'en parler avant. Voilà. Allez, on parle un peu Vous non plus, vous ne serez plus là, Stéphane. Ah bon? Non. Ah bah, je suis déprimé. Non, je sens que vous pensez aux gens. Mais... Bon, allez, on parle un peu du Covid. Et on a constaté pendant cette période que le temps de la médecine n'était vraiment pas celui des médias, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce qu'on n'a pas assez dit? Je ne sais pas. Je n'ai pas assez dit, je ne sais pas, ça c'est sûr. Pas que vous, hein. Beaucoup, non, pas que moi, mais comme... c'est de moi dont je parle. Je sens bien où vous voulez m'emmener, Stéphane. Je ne parlerai pas de ce... Non, je sais bien. Je vois bien où vous voulez m'emmener pour que ça fasse le buzz. Il y a peut-être des journalistes dans la salle, donc je ne prononcerai aucun nom, bien que j'en ai très envie. Alors, oui, je pense qu'effectivement, le problème du temps médiatique et du temps scientifique, c'est pas le même, vous l'avez constaté. Les Français ont eu besoin de réponses immédiates, ce que je comprends très bien.
La médecine n'était pas capable de leur en fournir. Donc on a fait appel à des gens qui ont une petite renommée, qui sont devenus des stars éphémères pendant le Covid, et qui... la France est quand même le pays où il y a le plus d'infectiologues au monde. Hein, très franchement, tous ceux qui sont allés dans les médias sont des infectiologues qui ont tous trouvé d'ailleurs le traitement contre le Covid. Parmi eux, il y avait des infectiologues, voilà, mais pas tous. Voilà. Mais oui, on n'a pas assez dit, je ne sais pas, et je me le reproche aussi, mais en même temps, bon, je raconte dans le livre, mais je présentais des émissions. Moi, à un moment, on m'a reproché que j'étais tout le temps à C'est à vous, par exemple, mais quand ils m'invitaient pour parler, je me suis dit autant que j'y aille moi, plutôt que de laisser des mecs qui racontent n'importe quoi le faire. Donc après, ça m'est revenu en effet boomerang en disant oui, il est là, il monte sa gueule partout. En fait, vous parliez de ce que vous savez à l'instant T. Mais pas plus. Alors, c'est ça qui est incroyable, c'est que je me souviens très bien, parce que j'avais un peu d'expérience, toutes mes interventions se terminaient par tout ce que je viens de vous dire, peut-être contredit demain, je vous dis ça avec les connaissances scientifiques au moment où je vous parle. Personne n'a entendu cette phrase. Donc, on m'a ressorti tout ce que j'avais dit avant, mais si vous dites pas à la fin, si vous prenez pas à la fin les précautions, voilà. Est-ce que parce que il y a eu beaucoup de bashing sur vous pendant le Covid, est-ce que vous avez pensé à arrêter? Est-ce que ça a été à ce point-là, à un moment donné, de vous dire, allez, je disparais complètement de la scène médiatique? Il y a un moment, si vous voulez. Mon rôle depuis tant d'années, c'est de rassurer les Français. C'est ce que j'ai essayé de faire pendant le Covid, de rassurer comme je pouvais. Et puis, je me prends effectivement des torrents de boue de la part de haters, c'est-à-dire que les gens qui déversent leur haine sur les réseaux sociaux. Moi, je ne les regarde pas, les réseaux, mais des copains m'appelaient en me disant « Oh là là, ça va ?» Je leur disais « Pourquoi ça irait pas ?» Qu'est-ce que tu prends? Plus la presse qui reprenait comme si les réseaux sociaux étaient l'expression de l'opinion publique. Il y avait quoi, 1000 mecs qui me tapaient dessus sur 66 millions de Français, c'est pas énorme non plus. Hein. Mais ça prend une ampleur incroyable, ces réseaux sociaux. Et il y a un moment où vous vous dites, attends, je suis là, je bosse, j'essaye de comprendre ce qui se passe. Je suis allé en réanimation pour donner un coup de main, et je me prends des torrents de boue sur la tête. Mais pourquoi moi? Et il y a deux personnes dont une, Bruno Mazur, que vous connaissez, qui eux sont sur les réseaux sociaux. Bruno Mazur me envoie un tweet assassin. Il dit il est inadmissible que quelqu'un comme Michel Simès, que toute la France écoute, dise autant de conneries sur le Covid, il devrait se taire. Enfin, il m'assassine, le mec. Je téléphone à Bruno Mazur, je lui dis Bruno, j'ai du mal à comprendre là, le tweet. Il me dit oui, parce que voilà, c'est inadmissible ce que vous faites, ce que vous dites, etc. Je lui dis mais Bruno, parce que c'était l'histoire de la grippette, on avait dit que j'avais dit grippette, ce que je n'ai jamais dit. Et je lui dis mais Bruno, j'ai jamais dit ça. C'est les rumeurs, j'ai jamais dit ça. Et il s'est excusé, il a envoyé un tweet d'excuse, mais il m'a surtout dit, Michel, quand on est en vitrine, on est le premier à prendre le pavé dans la gueule quand il y a une manif. Et ce jour-là, j'ai compris. Et en plus, il y a eu aussi Foucault qui... voilà, c'est ce que je vais vous dire. Foucault me démolit dans cette émission hautement intellectuelle sur C8 le soir. Et je l'appelle, parce que je l'aime bien Foucault, et j'étais allé sur Qui veut gagner des millions et tout, et il me démolit, et je l'appelle, il me dit je sais pourquoi vous m'appelez. Alors j'ai dit bah ouais Jean-Pierre, expliquez-moi là, j'ai pas compris. Bah il me dit parce que vous avez dit grippette, parce que vous avez dit des conneries, etc. Et je lui dis mais Jean-Pierre, je n'ai jamais dit ce que vous me dites. Je n'ai jamais dit grippette. Si. De toute façon, vous avez dit plein de conneries. On m'a envoyé un montage vidéo. Je vais le regarder en même temps que je vous parle. Et vous allez voir que vous l'avez dit. Il regarde le montage vidéo
en me parlant, et il me dit « Vous l'avez jamais dit. Excusez-moi. » Voilà. Et donc, après, alors est-ce que j'ai envie d'arrêter ? Il y a un moment où vous vous dites, c'est pénible quand même, hein, quand tout le monde vous parle que de ça. Donc je me suis dit, bon, bah, écoutez, tant pis, je vais passer à autre chose. J'avais d'autres. Et quand France Télévisions fait une enquête quand même pour savoir si ça n'a pas un peu atteint l'opinion et si, en gros, ils peuvent toujours vous mettre à l'antenne, ça vous vexe ou pas ? Non, parce que c'est avec mon accord. En fait, l'étude, c'est moi qui ai demandé. Donc l'étude Cali, c'est-à-dire France Télévisions fait régulièrement des études sur leurs animateurs pour voir la cote qu'ils ont, s'ils sont encore bankable, sur quoi les gens les attendent, etc. Et c'est moi qui ai dit à France Télé, écoutez, est-ce que les réseaux sociaux représentent vraiment l'opinion française ? Moi, j'aimerais bien le savoir, donc faites une étude. Ils ont fait une étude, mais il y avait 95% d'opinion favorable, ce qui était énorme. Et en plus, les gens, quand on leur parlait, on leur disait comment vous avez vécu l'épisode Grippette, ils disaient de quoi vous me parlez. Donc, pour vous dire que finalement, ça a touché un microcosme, que moi, ça m'a affecté parce que je comprends. C'est jamais très agréable de s'en prendre plein la tête sans comprendre pourquoi, surtout quand c'est pas très justifié. Mais que finalement, au bout d'un moment, vous relativisez, vous vous rendez compte que les haters, tous ces gens qui balancent leur haine sur les réseaux, ce sont les mêmes qui balançaient leur haine sur le zinc du café en bas de chez eux, sauf que là, ils touchaient 2-3 personnes et qu'aujourd'hui, ils en touchent un peu plus. Voilà, ça n'a pas plus de valeur que ça. Comment vous considérez ces médecins, ces soignants qui ne se sont pas fait vacciner ? Comment vous les qualifiez ? Je les qualifie pas, je les disqualifie. Notez la formule, là ? Ouais. Non, en dehors de cette formule, moi, je me fais vacciner à l'époque tous les ans contre la grippe, non pas pour me protéger moi, mais pour protéger mes patients. J'estime que quand on est médecin ou infirmière et qu'on soigne des gens qui, par définition, sont faibles sur le plan immunologique, sont des gens qui sont déjà malades, il ne faut pas qu'on soit le vecteur d'une maladie qui peut les tuer. J'ai dit ça un jour sur Yahoo, ça m'a valu des plaintes d'antivax, de machin qui disaient ils nous accusent de tuer les gens. Bah, qu'est-ce que vous voulez ? Quand vous êtes porteur d'un virus parce que vous n'êtes pas vacciné, que vous rencontrez quelqu'un qui est faible sur le plan immunologique parce qu'il est à l'hôpital et il est malade, et que vous lui transmettez votre virus, il a beaucoup plus de chances d'en mourir que quelqu'un qui est en pleine forme, par définition. Et donc, je pense, mais c'est très personnel, que le personnel soignant qui a refusé de se faire vacciner ne devait plus travailler à l'hôpital, ne devait plus donner de soins, ne devait plus être en contact avec les patients. La question aujourd'hui, qui fait polémique, c'est faut-il les réintégrer ? Aujourd'hui, on a une pénurie de personnel soignant un peu partout en France. Je pense qu'il y a du cas par cas, qu'il faut discuter avec ces gens juste pour savoir quelle est leur motivation. Et si leur motivation aujourd'hui, 2 ans après le début ou 3 ans après les débuts du Covid, sont les mêmes et qui disent « je ne veux pas me faire vacciner contre le Covid, je ne me fais pas vacciner contre la grippe parce que je suis contre ces vaccins qui sont quasiment obligatoires », ces gens-là doivent changer de métier. La personne qui vient en disant « j'ai été influencé à l'époque », j'avais peur de ce vaccin ARN parce qu'il était nouveau. J'ai des amis qui m'avaient dit qu'ils avaient eu des effets secondaires terribles. J'ai mon compagnon qui m'a dit « mais ne va pas faire ça, j'ai été faible, j'ai été influençable ». Et aujourd'hui, je me dis que j'aurais dû le faire. On peut discuter avec ces gens-là. C'est clair. En avril 2020, vous êtes, comme beaucoup de vos confrères... Oui, vous pouvez. Vous êtes porté volontaire. Il y a des anti-vax qui n'applaudissent pas. Là. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Vous êtes porté volontaire en avril 2020 à l'hôpital Pompidou, puisque c'est là que vous étiez ORL, pour aller aider vos confrères. Quels souvenirs, quelles images vous en restent aujourd'hui ? Les 2 adjectifs que vous utilisez, c'est étrange et poignant. Oui, effectivement, il y a le chef du service de réanimation qui envoie un mail à tous les médecins de l'hôpital Pompidou
pour leur demander s'ils veulent bien, sans aucune obligation, intégrer les gardes en réanimation parce qu'ils n'en peuvent plus, ils sont débordés, le personnel est épuisé, etc. J'ai immédiatement répondu et j'ai fait mes tours de garde. Alors, réanimateur, ça ne s'improvise pas. Quand vous êtes ORL, vous ne pouvez pas faire de réanimation. Donc j'ai fait ce que faisaient tous les aides-soignants et les infirmières. J'ai aidé à retourner les patients, parce que vous savez, vous avez dû voir des reportages où il fallait retourner les patients toutes les 4 ou 6 heures pour pas qu'ils aient des escarres. Ces patients étaient souvent très très gros, ils étaient en surpoids, ils étaient obèses, ils pesaient entre 150, 200, 250 kilos. Donc il fallait qu'on soit parfois 6 pour pouvoir les retourner. Et j'ai fait ce travail tout simplement à l'hôpital. Les images qui me restent, c'est quand vous êtes étudiant ou interne en médecine, vous passez par des services de réanimation où chaque malade est ce qu'on appelle techniqué un peu différemment. Il n'a pas les mêmes soins forcément parce que ce ne sont pas les mêmes pathologies. Là, ils avaient tous la même chose. Et on avait ouvert des salles de réanimation dans des salles de réveil des blocs chirurgicaux où il y avait une ambiance incroyable, il y avait une vingtaine de lits, tous les malades avaient le Covid, ils étaient tous en insuffisance respiratoire, ils avaient tous à peu près la même morphologie, ça baignait dans une sorte de brouillard, c'était un film de science-fiction. Je vous assure que c'était, je me souviens encore de ces bruits, des bips, etc. Tous, on avait l'impression d'avoir cloné des malades, et qu'ils étaient tous pareils. Et moi, quand je suis arrivé première fois dans le service de réanimation, la première chose qu'on m'a demandé, c'est d'aider à mettre un homme d'une trentaine d'années qui venait de mourir. On les mettait dans des housses pour éviter, bien sûr, la contamination. Je sais pas, il devait mesurer 2 mètres et peser 180 kilos. Et j'ai aidé les infirmières et les aides-soignants à le mettre dans une housse. Il rentrait pas dans la housse. On a été obligé d'en mettre 2. Et ensuite, j'ai nettoyé avec des antiseptiques avec des nettoyants toute la chambre pour pouvoir accueillir un autre malade du Covid. Ça, c'est des moments qui, je vous assure, qui vous marquent aussi. Et pourtant, j'en avais vu des trucs en médecine. Vous parlez même de brefs adieux faits de l'autre côté de la vitre, terrible, et de stupeur d'infirmières qui se faisaient engueuler au téléphone parce que les familles réclamaient le traitement à l'hydroxychloroquine. C'était incroyable. C'est-à-dire qu'on était, les pauvres infirmières, elles n'en pouvaient plus, et elles répondaient au téléphone le plus possible aux familles qui demandaient des nouvelles, et une fois sur 2, on leur disait « vous l'avez mis sous hydroxychloroquine ». Et les infirmières répondaient non parce que c'était pas le protocole, quoi. Ça ne servait à rien, donc on le mettait pas sous hydroxychloroquine et elles se faisaient engueuler au téléphone. Vous lui donnez pas toutes les chances, etc. C'était. Allez, on change de sujet maintenant, on va parler de votre famille. Alors, votre maman a travaillé dans la négociation immobilière, votre papa était soldeur, vos 2 grands-pères ont été déportés à Auschwitz, votre grand-mère paternelle a échappé à la rafle du Veldiv avec votre père, votre oncle, grâce à un homme qui les a cachés. Et ce sont des pages formidables, en tout cas très émouvantes, et vous racontez que vous avez retrouvé la trace de la famille de cet homme qui était un cartonnier. Ouais. C'est une belle histoire. C'est une histoire extraordinaire. En fait, mon père avait dû m'en parler il y a quelques années, mais bon, je n'avais pas prêté attention particulièrement. Et récemment, bon, c'est sûr qu'en vieillissant, on s'intéresse un peu plus à l'histoire de la famille. Et récemment, mon père me parle, je ne sais plus pourquoi d'ailleurs, on reparle de cette histoire de rafle du Veldiv. Et effectivement, il habitait dans une rue, la rue des immeubles. Ah si, je me souviens pourquoi on en a parlé. Parce que c'était une rue de Paris, dans le 11e, la rue des immeubles industriels, dans laquelle, à l'époque, il y avait beaucoup de familles juives. Et cette rue a fait l'objet de cette rafle du Veldiv. Et il y a un monsieur, un historien, qui habite dans cette rue, aujourd'hui, et qui a voulu retracer l'histoire de la rue et de chacun des numéros. Et ce monsieur a fini par retrouver les noms de beaucoup de gens qui habitaient là-bas à cette époque, dont mon père, et il l'a appelé en lui demandant s'il voulait bien répondre à quelques questions. Et c'est comme ça que j'ai appris l'histoire, parce que finalement, il se trouve que la veille de la rafle du Veldiv, des policiers en civil, pour la plupart communistes,
était venu avertir les familles dans cette rue en leur disant ne restez pas là cette nuit parce qu'il va y avoir la rafle. Certains sont partis, d'autres n'avaient nulle part où aller, et puis il y en a d'autres qui pensaient que ça n'arriverait pas. Ma grand-mère était avec... Mon grand-père avait déjà été déporté, et ma grand-mère était avec mon père et le frère de mon père. Et il se trouve qu'un des amis de mon oncle était le fils d'un cartonnier qui n'était pas juif et qui a dit à ma grand-mère « Venez avec vos 2 fils, vous allez vous cacher sous les cartons pendant la rafle, et comme je ne suis pas juif, les policiers ne vont pas venir taper à la porte. » Et c'est ce qui s'est passé. Et effectivement, ils ont été sauvés comme ça. Et quand mon père m'a raconté cette histoire et que j'ai retrouvé l'historien, j'ai fait le rapprochement, on a retrouvé le numéro où habitait le cartonnier, j'ai retrouvé son nom grâce à l'historien, il avait son Gabriel nom. Jean-Baptiste. Gabriel Jean-Baptiste. Et je me suis dit, mais c'est pas possible que ce monsieur comme ça, ses enfants, ses petits-enfants ne le sachent pas. Et donc j'ai mis 1 an à retrouver, pas son fils qui était mort, mais ses petits-enfants. Il en a 3, 2 dames et un monsieur. Je les ai retrouvés. Je leur ai envoyé un mail pour leur expliquer ce que leur grand-père avait fait. Et on a ouvert, avec mon papa, on a ouvert un dossier pour envoyer à Yad Vashem, qui est le mémorial juif en Israël, pour que Gabriel Jean-Baptiste reçoive la médaille des justes. Et on est en train le dossier, il faut des dossiers très complets bien sûr, mais c'est en cours. Et j'espère vraiment qu'un jour, mon père pourra serrer dans ses bras ses petits-enfants. Alors, il y a un épisode sartois dans la vie de votre famille, mais il n'est pas très glorieux. Votre père, donc votre grand-mère échappe à la rafle. Elle est séparée de votre père et de votre oncle, et ils sont tous un petit peu répartis, se retrouvent à la Libération. Mais votre père, lui, est hébergé chez des Sartois. Ouais. Paysans sartois, c'est pas un très bon souvenir. Non, en fait, il avait à peu près 12 ans. Rien à voir avec la Sarthe, évidemment, hein, ça aurait pu être ailleurs. Et pendant 1 an et demi, il a été envoyé dans une ferme à Maillet, dans le sud du Mans. Ma grand-mère payait tous les mois pour que mon père puisse aller à l'école. Alors je ne sais pas ce qu'ils avaient trouvé comme raison pour laquelle il venait ici, mais c'était sûrement pas en disant qu'il était juif, donc il ne savait pas qu'il était juif, mais il est venu ici, il allait à l'école, etc. Et puis il y avait, vous savez, il y avait les carnets de rationnement, etc. Et un jour, la dame de la ferme va à la mairie pour renouveler les carnets, et ma grand-mère avait rayé le mot juif sur la carte de mon père, et la dame de la mairie lui dit mais il y a des traces là, vous avez cet enfant est juif, et c'est comme ça qu'elle a appris que mon père était juif, et je crois aussi qu'il y a un docteur qui s'appelait le docteur Huguenin qui habitait à Maillet, qui a dit à cette dame vous avez un petit juif chez vous. Et du jour au lendemain, la situation de mon père a changé. Il n'est plus allé à l'école. Les enfants de cette ferme ont été beaucoup plus méchants avec lui. Tout n'était pas noir parce que il a quand même, il a mangé, enfin il était quand même logé, etc. Mais c'était plus du tout la même vie. Et du jour au lendemain, sa vie a changé et a basculé dans de très très mauvais souvenirs, jusqu'à ce qu'effectivement mon oncle vienne le chercher. Il en garde énormément de rancœur, forcément, votre père. Forcément, oui. Ouais. Moins que contre les Allemands. Et l'Autriche. Ouais. Et l'Autriche. Tout le monde devrait un jour aller à Auschwitz. Tout le monde devrait un jour passer sous l'arche métallique qui proclame avec vice que le travail rend libre. Tout le monde devrait un jour emprunter l'allée centrale du camp, où le pas ralentit naturellement, où la jambe mollit jusqu'à vous faire trébucher sur le pavé. J'ai à 4 reprises accompli le pèlerinage. Mais pas votre père. Et vous ne le souhaitez pas.
Ouais. Non, pas mon père. Je veux pas qu'il y aille. Encore une fois, il est en pleine forme, il a 91 ans, il fait du sport tous les jours, tout va bien. Il va en salle de sport et tout, hein, votre père. Ouais, Ouais. il est en pleine forme, j'espère avoir ses gènes. Mais moi qui suis allé, alors je suis allé à 4 reprises, une fois pour un documentaire, une fois avec un de mes enfants, la dernière fois avec des amis, et la première fois que j'y suis allé, parce que c'est celle qui compte vraiment la première fois, j'ai ressenti ce que je décris dans le livre, mais c'est difficile de décrire par des mots ce que vous ressentez dans des moments pareils. Et oui, bien sûr qu'il y a mes 2 grands-pères qui sont morts là-bas et que ça m'a que ça m'a touché beaucoup, mais je pense que n'importe quel être humain qui va à Auschwitz ressent quelque chose d'indicible. Et donc, oui, j'ai ressenti, moi, des choses tellement fortes. Je me dis, si j'emmène mon père... En plus, à force d'y aller, j'ai peut-être vu... Mon grand-père paternel est mort officiellement quand j'y suis allé la première fois. On savait qu'il était mort, qu'il était parvenu d'Auschwitz, mais on ne savait pas ce qui s'était passé exactement. Et là-bas, ils ont une base de données qui fait que j'ai pu voir qu'il était mort le 4 septembre 1942 là-bas, et qu'il était mort officiellement du typhus. Vous savez, les Allemands avaient très très peur du typhus à l'époque, et dès qu'ils suspectaient un déporté, et s'il le suspectait d'avoir le typhus, il l'envoyait à la chambre à gaz où il l'exécutait de peur d'être contaminé. Et il y a une pièce dans laquelle les médecins étaient derrière une table, comme un tribunal, et les détenus, les déportés rentraient, étaient examinés, et s'il y avait une suspicion de typhus, on leur injectait directement dans le cœur un produit pour les faire mourir. Et je pense que mon grand-père a eu ça. Alors, si vous voulez, si je vais avec mon père aujourd'hui à Auschwitz, rien que le fait de passer la porte de Birkenau ou d'Auschwitz, où il y a le fameux truc Arbeit macht frei, qu'est-ce que ça va apporter d'autre que de voir où est mort son père. Il a beau être en forme, il a un cœur de 91 ans, et j'ai pas du tout envie qu'il ait des problèmes de santé. Donc je lui ai dit, effectivement, papa, je ne t'emmènerai pas à Auschwitz. Il vous l'a demandé, mais vous l'avez refusé. Voilà. Il vous a demandé, ouais. On arrive quasiment au terme de cet entretien. Michel Simès, si vous avez des questions, vous allez pouvoir en poser dans un instant. On va faire un sans transition totale. Je voudrais juste que vous nous disiez un mot de votre rôle d'ambassadeur santé pour les Jeux Olympiques, puisqu'on va beaucoup vous voir pendant l'année et demie qui vient, sans doute. Comment ça vous est arrivé? Vous êtes même administrateur, j'ai appris, du comité d'organisation. Oui, félicitations. Je suis au conseil d'administration de Paris 2024. Voilà. Vous y allez en costard-cravate J'y vais pas en costard-cravate, parce que non, mais c'est Tony Estanguet qui m'a demandé, avec Marie Barzac, qui s'occupe de toute la partie héritage, qui m'a demandé de venir les aider à faire passer le message de lutte contre la sédentarité et l'inactivité physique, qui est un problème catastrophique en France. Et donc, il m'a demandé de faire partie du conseil d'administration, et puis d'être l'ambassadeur santé de Paris 2024. Donc, conseil d'administration, en gros, c'est nous qui votons la cérémonie d'ouverture, vous voyez. C'est nous qu'on a décidé que ce serait sur la Seine. Voilà. C'est nous qu'on a décidé que le surf, ce serait à Tahiti. Voilà. Ah non, mais je ne suis pas tout seul. Hein. Ouais. Mais je fais part au vote. Je participe au vote. Et puis mon rôle d'ambassadeur, il est très important. En fait, je représente un collectif des plus grands médecins du sport français qui s'appelle Pour une France en forme, avec des médecins de toute la France. Et je suis un peu la vitrine là aussi, c'est-à-dire que c'est moi qui vais dans les médias régulièrement et de plus en plus passer le message. Bougez-vous. Et je vous le dis ce soir, le meilleur traitement pour éviter d'être malade, la meilleure prévention passe par l'activité physique. Vous faites 30 minutes d'activité physique quotidienne en marchant un peu plus vite que d'habitude. Si vous ne faites rien, le sport c'est mieux. Mais si déjà vous faites 6000 pas, et non pas 10 000, 6000 pas par jour, vous avez, quel que soit votre âge, vous allez gagner des mois ou des années d'espérance de vie en bonne santé. Et je répète,
quel que soit votre âge. C'est le meilleur antidépresseur. Ça vous rend fier, ça augmente l'estime de soi, ça fait travailler votre cœur et vos vaisseaux, c'est de la prévention des cancers, ça diminue de 40% les récidives de cancer du sein, ça diminue le risque d'avoir un cancer du côlon et ça retarde, si elle doit apparaître, la maladie d'Alzheimer. Si avec ça, vous ne vous levez pas... Normalement, vous auriez dû tous être debout ce soir. On va les libérer bientôt, d'ailleurs. Vous avez réussi à convaincre François Hollande de faire 6000 pas à une période. Ouais, même François Hollande. Même François Hollande. Il y a un passage, bon, on ne va pas le raconter. Vous racontez une histoire très drôle devant François Hollande. Non, je ne peux pas vous la raconter. Non, on ne peut pas là. Non. Il fait beau en plus. Hein, il fait beau en plus. Ouais, mais je vous la raconte. Non, ouais, vous la connaissez? Ouais, mais je veux bien que vous me la raconter. Ah bah non, si vous la connaissez, vous allez la raconter. Non, il faut se lever. Vous voulez pas, mais allez-y. Ah non, ça va être marrant. Sans façon. Mais je m'en vais si vous la racontez. Pas avec le temps qu'il fait. Bien, très bien. Bon, allez, on termine. Quand vous la raconterez à table, vous venez dîner avec nous ou pas? Oui. Ouais. Je sais pas qui vient dîner avec nous, mais vous allez vous marrer là. Allez, on va essayer de terminer. Quand vous avez eu fini d'écrire les derniers mots du livre, comment vous êtes-vous senti? Je me suis préparé à affronter... je me suis senti bien, très bien même, parce que j'étais content de ce que j'avais écrit, mais en même temps, je me suis dit... Alors c'est... je vais vous raconter juste... je vous parlais de la mémoire traumatique tout à l'heure. Le moment où on m'annonce le cancer, c'est-à-dire que je passe un scanner, je vois bien que la tête du manipulateur avec qui je déconnais 2 secondes avant change. Il me dit que le radiologue veut me voir, ce qui n'est pas étonnant entre confrères, parce qu'en général, on se voit dans les bureaux. Et j'arrive dans le bureau, il y a le radiologue, mais il y a mon pote qui n'avait rien à faire ici. C'est celui qui m'avait fait l'ordonnance pour le scanner dans son bureau 4 étages plus haut et qui était là. Il n'avait rien à faire ici. Je comprends tout de suite qu'il y a un problème. Ce que je viens de vous dire là, quand vous écrivez un livre, il faut le relire 10 fois, 20 fois, 30 fois pour vérifier qu'il n'y ait pas de coquille, pour vérifier qu'il n'y ait pas de faute, que ça correspond bien à ce que vous pensiez, à ce que vous vouliez dire, à ce que vous vouliez écrire. Donc, je répète, je le lisais sans arrêt. Et à chaque fois que je lisais, parce que je raconte tout ça en détail dans le livre, à chaque fois que je lisais cette partie que j'avais écrite, j'avais les larmes aux yeux. J'avais une bouffée d'émotion qui me faisait revivre le moment de l'annonce. À chaque fois, 20 fois. Et je me suis dit, je ne vais pas pouvoir, dans les interviews, raconter ça et me mettre à pleurer à chaque fois. C'est pas possible. Donc, j'ai mis au point une stratégie pour contourner et ne pas le raconter comme je viens de vous le faire là. Pourquoi là, j'arrive à vous le raconter? Parce que j'ai eu tellement d'interviews, je suis passé dans tellement de médias que finalement j'ai réussi à trouver un peu de calme par rapport à ça. Mais sinon, je ne pouvais pas le raconter. Donc, pour répondre à votre question, quand j'ai fini le livre, je me suis dit qu'il fallait que je me prépare à affronter des piqûres de rappel, parce que j'imaginais bien que le cancer allait faire parler. Je me suis dit, attention, il va y avoir des piqûres de rappel, et les débuts ont été un peu compliqués. Moralement, j'étais pas très bien parce que finalement, je revivais cette période que j'avais digérée, que j'avais évacuée puisque j'étais guéri. Mais le fait d'avoir de nouveau à le raconter me réveillait dans mon cerveau ce moment difficile que j'avais vécu. Donc oui, j'étais content d'avoir fini. Oui, je me préparais aussi à affronter les interviews. Mais aujourd'hui, quand je vois comment il est reçu, et puis je vous avoue, on en a parlé un petit peu au début, j'avais très peur qu'on me prenne pour un grand mégalo qui raconte sa vie alors qu'il n'avait rien fait. Je me suis dit, je vais me faire démolir, quoi. Et je suis rassuré aujourd'hui parce que les gens ne l'ont pas reçu du tout comme ça, la presse non plus, et que je crois qu'on a compris le message que je veux faire passer à travers ce livre, et que comme je suis très marqué par le syndrome de l'imposteur qui consiste à se demander depuis des années et tous les jours pourquoi moi, pourquoi les gens m'aiment, pourquoi
pourquoi on m'accorde cette confiance. Et ça fait partie aussi du tableau TDAH, tout ça. Ce syndrome de l'imposteur fait que je me suis demandé si je faisais bien d'écrire un livre, quoi. En gros, si je méritais d'écrire un livre sur une partie de ma vie. Et aujourd'hui, vu l'accueil, le succès du livre et tout, je me dis que j'ai bien fait. Voilà. Et puis, votre présence me réconforte aussi beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Ce livre, vous allez pouvoir vous le procurer dans un instant et le faire signer évidemment par Michel Simès. Est-ce que vous avez des questions pour lui? Madame. Vous faites l'hôtesse aussi, Stéphane? Pardon? Vous faites l'hôtesse aussi? Exactement, ouais. Tout à fait. Tout à fait. Vous me direz si je l'ai fait bien. Bonsoir. Bonsoir. Vous nous avez dit que vous êtes médecin en ORL. Je suis très malentendante et j'aurais voulu que vous expliquiez qu'en tant que malentendant, qui est un handicap caché, que c'est très difficile de se sentir intégré. Ici, je remercie le Conseil général qui nous met toujours ici pour que je puisse lire sur vos lèvres. Je fais de la lecture labiale. J'ai eu des difficultés avec notre journaliste qui parle le micro bien devant les lèvres, un peu trop près des lèvres. Oui, mais le principal, c'est que vous m'ayez entendu, moi, madame. Oh, c'est... Les questions étaient parfois intéressantes. Merci. Je m'en excuse, madame. Mais effectivement, oui, en tant qu'ORL, des malentendants, j'en ai quand même vu et soigné et appareillé beaucoup. Et encore, on a la chance aujourd'hui, quand c'est possible, de pouvoir, grâce aux nouvelles prothèses auditives, faire des appareillages qui sont très efficaces, même si malheureusement, dans certains cas, la surdité est complète. Mais on a la chance aujourd'hui de bénéficier de ces progrès considérables. Et effectivement, les malentendants souffrent beaucoup du fait que ça ne se voit pas finalement et qu'ils sont obligés de faire répéter tout le temps et que parfois ça entraîne un isolement et qu'on préfère rester chez soi seul plutôt que d'avoir à faire répéter tout le temps aux gens. Mais en tout cas, je suis content que vous ayez pu lire sur mes lèvres, madame. Merci. Une autre question, si vous le souhaitez. Madame. Alors, il y a un micro qui est là. Est-ce qu'on peut apporter le micro? En général, le micro est toujours beaucoup plus loin que la personne. Souvent, surtout dans des salles comme celle-là. Ouais. Le micro arrive juste derrière vous, madame. Bonsoir à vous. Bonsoir. Moi, pour compléter, moi je suis malvoyante. J'ai pas eu la chance de vous voir. Ah. Et je sais que vous êtes très beau. Ah. Alors, madame, vous êtes peut-être malvoyante, mais très lucide. Merci. Moi, j'avais une question par rapport aux déserts médicaux. Est-ce qu'il y a des instances qui réfléchissent à ce problème qui est vraiment un gros problème aujourd'hui? En Sarthe, on sait que on manque énormément de praticiens, enfin de tout corps médical. Quoi. Alors oui, bien sûr qu'heureusement qu'il y a des gens qui se penchent dessus, notamment le nouveau ministre de la Santé, François Braun, qui est quelqu'un de très bien. Il a proposé, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais il a proposé que les étudiants, les internes fassent une 4e année en médecine générale dans les déserts médicaux sur la base du volontariat, et je trouve que c'est une bonne idée, à partir du moment où il n'y a pas de coercition et qu'on n'impose pas les choses. Après, je pense qu'il faut développer la téléconsultation beaucoup. Et, il faut qu'on puisse consulter dans des cabines, dans les petits villages et tout, avec une infirmière à côté. Il faut développer considérablement la délégation de tâches. C'est-à-dire que mes chers confrères, et je pense que je vais me faire engueuler par les médecins, mais
il faut qu'à un moment, on arrête le corporatisme et qu'on arrête de se dire c'est pas la peine qu'il y ait trop d'ophtalmo parce que sinon, j'aurai pas de boulot. Aujourd'hui, pour avoir un rendez-vous avec un ophtalmo, il faut 1 an. C'est pas possible, quoi. C'est pas possible en France d'avoir autant de mal à consulter un spécialiste. Les responsables, c'est à la fois les médecins, les ophtalmos qui, à l'époque, parce qu'il faut quand même 10-12 ans pour former un médecin, à l'époque ne voulaient pas voir la concurrence arriver. Donc numerus clausus, fermeture des spécialités. Et puis, il ne faut pas l'oublier, la caisse d'assurance maladie, qui s'est dit à un moment, plus il y a de médecins, plus les patients vont consulter, plus ça va nous coûter cher. C'est ça, hein, au départ, hein, le numerus clausus aussi. C'est un accord entre la caisse d'assurance maladie et les médecins. Bon, on voit où on en est aujourd'hui. Donc, des solutions, il y en a, grâce aux techniques modernes, à la téléconsultation, à la délégation, parce que je vous rappelle qu'il y a eu des accords avec les différents ordres, médecins, pharmaciens, infirmiers, pour que les infirmières ou les infirmiers puissent faire un certain nombre de gestes. Franchement, il ne faut pas 12 ans d'études pour prendre une tension. Hein. Il ne faut pas 12 ans d'études pour injecter un vaccin. Il suffit de former un petit peu les gens et en 1 mois c'est fait. Donc il faut que le médecin reste à la base de tout le système parce que c'est lui qui peut voir quand il y a des problèmes, mais il faut qu'on accepte de libérer un certain nombre de tâches qui prennent beaucoup de temps au médecin et qui vont lui donner plus de temps médical en laissant les infirmières, les orthoptistes, les opticiens faire un bilan. Enfin, je veux dire, on n'est pas obligé de passer chez un médecin en permanence pour voir s'il faut changer de lunettes. Sauf que il faut que de temps en temps, le médecin il prenne la tension du fond de l'œil. Bon, et ben on y va 1 fois de temps en temps. Merci. Une autre question? Il y a une autre question là-bas. Oh, il y a quelqu'un tout au fond de la salle, là. Ouais. La demoiselle, elle va faire les 6000 pas, là. Vous allez voir. Bonsoir à vous. Bonsoir. J'ai cru comprendre que vous aviez passé un CAP de cuisine, en plus de toutes ces activités. Et pour le coup, la question sera un peu plus légère. Quel est le plat que vous préférez préparer? Non, mais je suis grave, hein. Vous avez raison, je suis grave, mais comme j'ai expliqué tout à l'heure, il me faut toujours des projets, moi. Il faut toujours que mon cerveau soit excité par quelque chose. J'adore faire la cuisine. Alors en plus, je lutte contre la frustration. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je veux pas me dire, espèce d'imbécile, pourquoi t'as pas essayé de le faire? Tu rates, tu réussis, mais je l'ai fait par exemple avec la musique. Toute ma vie, j'ai été frustré de ne pas savoir jouer d'un instrument de musique. Toute ma vie. Et un jour, je me suis dit, mais pourquoi t'es frustré? Vas-y, essaye. J'avais, je sais pas, j'avais 55 ans. Je me suis dit, vas-y, je savais même pas, je connaissais les noirs et les blanches, rien de plus. Et bien, je me suis dit, j'ai demandé à un pote, et pas n'importe lequel, remarquez, c'était Renaud Capuçon, mais je lui ai dit, Renaud, je veux pas jouer du violon, mais dis-moi quel instrument je peux commencer pour essayer de m'amuser, quoi. Il m'a dit le saxophone. Et ben j'ai pris des cours de saxo. Je ne jouerai jamais devant personne, même devant ma famille, mais je m'éclate aujourd'hui. J'ai appris un minimum de solfège pour pouvoir lire une partition, et je m'éclate et je suis plus frustré. Et pour la cuisine, c'est pareil. J'adore faire la cuisine, j'ai toujours adoré ça, mais par moments, je suis frustré parce qu'il me manque des bases. En cuisine, pour faire une sauce, pour faire certains plats, si vous n'avez pas les bases, c'est toujours embêtant. Il faut suivre les recettes ligne après ligne, et ça me gonflait. Et comme j'avais 1 heure entre 4h et 5h du matin, je me suis dit, je vais m'inscrire au CAP cuisine, ce que j'ai fait, et j'ai commencé mon CAP cuisine, à apprendre le CAP, à le préparer il y a 1 mois. Et donc, je me sanctuarise mes vendredis, et le vendredi matin, je fais mon cours. Alors, c'est par visio, avec l'atelier des chefs, c'est par visio, il y a des cours, et puis après, il y a des recettes à faire, on envoie des photos et tout. Il y aura 2 ou 3 stages de 3 jours à faire en cuisine chez eux avant de passer l'examen. Mais voilà, je fais mes cours de cuisine de tous les... Je suis con, hein, je suis débile, hein. Mais bon, je veux pas ouvrir un restaurant. Alors, hein, mais ne dites pas ça parce que je suis soignante et j'ai validé mon CAP de cuisine il y a 2-3 ans. Ah bah voilà. Donc ouais. je pourrais pas vous... Et c'est dur l'examen?
Non, ça m'a fait sourire. L'examen est difficile ou pas? J'ai eu une partie qui a été supprimée par le Covid. Mais oui, il faut avoir des bases. Ah bah oui, mais c'est... Non, ce qui est un peu... c'est pas gagné alors. Non, ce qui est un peu pénible, c'est le côté qui m'intéresse moins, c'est toute l'hygiène dans les cuisines, si vous avez un contrôle, comment désinfecter les plans de travail, les machins. Je vous avoue que ça, il va falloir que je l'apprenne, mais ça m'intéresse moins. Ce qui m'intéresse, c'est les recettes. Il y a pas mal de similitudes quand même avec nos métiers. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais je leur dirai ça, tiens. Et vous savez, il y a un truc, juste une anecdote qui est marrante, c'est que les personnes qui s'occupent du CAP me disent, bon, si vous voulez passer l'examen en mai ou en juin, il faut vous inscrire, donc il faut tel et tel papier, justificatif de domicile, les impositions, machin, et il faut une photocopie de votre bac. Alors j'ai eu moi... donc la fille, je lui dis, c'est la fille de l'atelier des chefs, c'est pas l'académie. Et je lui dis, mais mon bac, je suis médecin, j'ai fait 12 ans d'études, je pense que je peux retrouver éventuellement ma thèse, mon titre de docteur, mais le bac, je sais pas où il est. Elle me dit, oui, mais ça marchera pas. C'est pour vous montrer qu'on est dans un pays quand même assez spécial. Hein. Elle me dit, j'ai eu l'exemple avec un doctorant, ils n'ont pas accepté et ils ont voulu absolument son bac. Vous ne pouvez pas vous inscrire à un CAP cuisine aujourd'hui si vous êtes médecin et si vous n'avez pas une photocopie de votre bac. Faites gaffe parce que s'ils savent que vous l'avez redoublé, vous n'êtes pas sûr de pouvoir le passer. Ouais, en plus, je ne sais même pas si je l'ai eu en plus, donc c'est pour vous dire. Merci. Merci à vous pour votre question. Une dernière question si vous y en avez une. Sinon, on peut peut-être finir de manière assez légère, Michel, si vous voulez, puisque vous en parlez dans le livre. Il y a une phrase que vous détestez. Non, ni raconter une histoire. Il y a une phrase que vous détestez entendre, c'est « Y a-t-il un médecin dans l'avion ?» Je voudrais que vous nous racontiez cette anecdote formidable que vous avez vécue. J'en ai vécu plusieurs. Y a-t-il un médecin dans l'avion? Et un jour, en fait, je partais de La Réunion, je faisais beaucoup de remplacements à l'île de La Réunion. Et comme je travaillais le lendemain de bonne heure, j'avais pris un Rohypnol pour un somnifère. Mais un Rohypnol, c'est pour les gens qui prennent des somnifères d'habitude. Hein. Moi, j'en prenais pas du tout, mais on m'avait dit qu'il fallait prendre ça, donc j'ai pris ça au décollage. Donc, je me suis effondré et je faisais déjà un peu de télé à l'époque. Et donc, une passagère a fait un malaise et l'hôtesse est venue me voir directement, sans demander s'il y avait un médecin dans l'avion. Elle est venue me voir. Elle m'a dit, docteur, excusez-moi de vous déranger, il y a quelqu'un qui se sent pas bien dans le fond. J'étais comme ça. Je ne savais même plus où j'étais. Je ne savais même pas que j'étais dans un avion. Je me suis levé. Je suis allé voir la dame. Il paraît que je lui ai fait tout ce qu'il fallait, les soins. Et je suis revenu. Je me suis rendormi et le lendemain, le commandant de bord est venu me remercier d'avoir aidé la dame. Je me souvenais de rien. Donc, c'est pour dire qu'on arrive à exercer son métier de médecin, même inconsciemment. Merci beaucoup Michel Simès d'être venu nous voir ce soir. Merci beaucoup. Merci à vous.